Bonjour Nicolas Meyer-Rossignol. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire de Rouen, premier secrétaire délégué du PS, et vous êtes candidat au poste de premier secrétaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler du PS, mais d'abord, l'actualité, c'est notamment ce sommet Choose France qui a eu lieu hier. Plus de 20 milliards d'investissements nouveaux, 37 milliards d'investissements au total et près de 13 000 emplois à la clé. Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à attirer les investisseurs étrangers dans notre pays ? J'en suis pas absolument certain. C'est toujours positif qu'il y ait des investissements. Il faut qu'ils tiennent dans la durée. Moi, je suis maire d'un territoire industriel. Donc, je vois très bien comment ça se passe. En plus, j'ai personnellement travaillé dans le privé et dans l'industrie. Ça ruisselle pas dans nos territoires ? Pas suffisamment. Et on ne prend pas suffisamment le virage des nouvelles technologies liées à la décarbonation, notamment. Alors, il y a des choses qui sont faites, je ne veux pas être caricatural. Les investisseurs, ils attendent de l'efficacité. Ce qu'ils nous disent en général. Et là, il y a un manquement aujourd'hui de l'État. Ce n'est pas une attaque, c'est simplement un constat. C'est qu'il faut qu'on puisse donner des réponses plus vite, plus claires. Je vous donne des exemples très précis. Quand un investisseur veut monter une usine, par exemple, il faut qu'il ait un terrain. Et souvent, on a des terrains, mais ce sont des friches qui sont des friches polluées. Il faut les dépolluer plus vite. Il faut qu'on ait des terrains qui soient prêts à l'emploi. Sinon, vous savez ce qui se passe sur les territoires, vous avez des friches polluées qui restent des années, des années, des années. Ou alors, on va aller couper des arbres ou prendre des terres agricoles, ce qui est évidemment un non-sens. Donc, il y a des choses positives, mais on doit faire beaucoup mieux sur l'efficacité pour donner des réponses claires sur les territoires pour les investisseurs. Moi, j'ai un exemple chez moi, Chapelle Darblay. On attend toujours une réponse. On attend toujours une réponse. Le président de la République a fait une réponse d'attente, justement, à la télévision, alors que tout est prêt, tout est prêt. J'ai même temporairement nationalisé cette usine, préempté via la métropole rouennaise. C'est un exemple magnifique d'économie circulaire. Les salariés, les syndicats jouent le jeu. On a un repreneur qui est déjà présent en France. Enfin, vraiment, il ne manque plus que le feu vert de l'État. J'espère que le ministre et le président de la République vont donner leur feu vert maintenant. Il a été interrogé sur ce sujet mardi dernier, c'était sur TF1 par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Il n'a pas répondu à la question. Est-ce que vous avez compris pourquoi le chef de l'État n'a pas répondu et pourquoi l'État ne donne pas son feu vert ? Non, effectivement, il n'a pas répondu sur le fond. Il a dit je ne peux pas vous répondre, j'ai pas la réponse, mais on lâche pas. Bon, on lâche pas. Ça fait des années que les salariés ne lâchent pas. Il faut que l'État prenne sa décision. En fait, vous savez, dans les choix industriels, c'est aussi une question de volontarisme. À un moment, je vais vous dire comment ça se passe. Les salariés, là, ils sont alignés. Les syndicats sont parfaitement constructifs. On a un projet industriel magnifique. C'est vraiment le cœur de l'économie circulaire, Chapelle Darblay. Si ça, c'est pas de l'économie circulaire, c'est le recyclage de papier pour à peu près un tiers des Français. Donc c'est énorme. Et si vous n'avez pas cette usine, vous savez ce qu'on en fait de vos papiers recyclés ? On les brûle, on les envoie en Belgique, en Allemagne, ce qui est évidemment un non-sens. Donc tout colle. Mais il faut appuyer sur le bouton, il faut du volontarisme politique, il faut un peu d'investissement de l'État avec les collectivités. C'est pas énorme, on parle de 5, 10, 20 millions d'euros, c'est pas plus que ça. Donc, il y a d'autres sujets qui coûtent beaucoup plus d'argent et ce sont des centaines et des centaines d'emplois à la clé. Ce que j'essaye de montrer à travers cet exemple, c'est que avec du volontarisme politique, on l'a fait localement, on peut arriver à avancer en réconciliant écologie et économie. Et c'est ça l'avenir. Et c'est ça probablement qui manque dans la vision économique du territoire pour le pays. Réconcilier écologie, économie et pas opposer. L'autre actualité, c'est le Sénat qui a donc remis hier son rapport sur le scandale des eaux en bouteille. Selon ce rapport, l'État aurait volontairement dissimulé des traitements illégaux de certaines eaux minérales, se serait plié aux exigences des lobbies, en donnant notamment des instructions aux agences régionales de santé. Comment vous avez réagi à la lecture des conclusions de ce rapport ? On est abasourdis. Alors, je vais être honnête, moi, je n'ai pas participé à ce travail directement, mais je voudrais saluer le travail des parlementaires, en particulier d'un ami, qui est le sénateur Wizy, évidemment, Alexandre Wizy, qui est socialiste, qui est le rapporteur, et qui travaille sur ce sujet depuis longtemps et qui fait un travail remarquable, avec l'équipe, évidemment. C'est un choc, parce que c'est un rapport très sérieux, qui montre une forme de scandale d'État. Il faut appeler un chat un chat. Quand vous avez des informations qui sont cachées et quand vous avez des décisions ou des rapports d'État ou d'agences de l'État, je pense aux agences régionales de santé, qui sont transformées sous la pression des lobbies, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est très grave. Qu'est-ce que vous attendez, du coup, des suites de ce rapport ? Des sanctions ? La transparence, la sécurité et effectivement des sanctions.
Notamment contre Nestlé ou contre certains membres du gouvernement? La transparence d'abord, pour que le gouvernement s'explique, parce que c'est une affaire qui date d'au moins 2022, si je ne dis pas de bêtises. La sécurité, parce que c'est un enjeu de sécurité sanitaire quand même, et les Françaises et les Français légitimement qui achètent ces bouteilles sont en droit d'avoir des réponses à leurs inquiétudes. Et puis des sanctions. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des sites industriels, donc il y a aussi des questions d'emploi. On l'a entendu tout à l'heure sur votre antenne et c'est évidemment, moi aussi, j'y suis extrêmement attaché. Vous savez, les premières victimes dans ces cas-là, ce sont aussi les salariés des usines parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Donc il faut absolument que l'État soit au niveau de ce qui ressemble à un scandale d'État. Autre sujet, c'est une tribune. Ce matin, dans le journal Le Figaro, 4 maires, dont Robert Ménard et le maire LR de Valence, Nicolas Daragon, qui demandent l'interdiction des mariages d'étrangers en situation irrégulière sous OQTF. Je les cite, « Il est inacceptable que des maires soient contraints par la loi d'unir des personnes dont la présence sur le territoire est illégale. » Qu'est-ce que vous dites de cette tribune? Je suis toujours consterné qu'on utilise en réalité les sujets liés à l'immigration pour faire soit des campagnes électorales, soit de l'instrumentalisation, et en tout cas pour ne rien régler des sujets. Le sujet de l'immigration est un vrai sujet qu'il faut aborder au bon niveau. D'ailleurs, j'en profite, même si ce n'est pas exactement votre question, mais pour le dire, ça se règle au niveau européen, cette question-là. Tant qu'on n'aura pas une politique européenne intégrée sur les questions d'accueil digne, de sauvetage en mer notamment, et aussi de régulation de l'immigration, on n'avancera pas. Mais sur les OQTF particulièrement, est-ce que ça ne vous dérange pas de marier des personnes qui sont frappées d'OQTF? Mais il y a une loi. Moi, ce qui me dérange, c'est quand les maires disent moi, je ne veux pas, ça me rappelle d'autres situations qui ne sont pas comparables, mais sur la philosophie, c'était la même chose. Sur le mariage pour tous, où des maires disaient moi, j'applique pas la loi. Et la loi s'applique et on doit appliquer la loi de la même façon partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que des maires, tout d'un coup, diraient la loi, moi, je l'applique pas. Si on commence comme ça, on va aller loin. Oui, mais là, ils disent que c'est contradictoire parce que leur présence sur le territoire est illégale, mais on nous demande de respecter la loi en les mariant. Oui, mais réglons le sujet de la situation sur le territoire de personnes en situation irrégulière. Qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui? C'est que vous avez énormément de personnes qui font des demandes de régularisation avec des dossiers qui attendent. Et en réalité, moi je ne fais pas d'idéologie, je vous dis les choses de manière très précise. Je suis maire d'une ville qui est confrontée à ce sujet comme partout. Et en réalité, vous avez tout un tas de situations de personnes qui en réalité ne posent aucun problème, qui travaillent, qui cotisent, parce que là ça pose pas de problème qu'elles cotisent. Plus personne ne vient dire elle ne devrait pas cotiser. On est bien content qu'elles cotisent. On est bien content qu'elles contribuent à la richesse du pays. Sur des métiers souvent en tension. Boucherie, charcuterie, hôtellerie, restauration, service à la personne, très tôt le matin, très tard le soir. Pas de casier judiciaire, pas de problème d'intégration. Et on instruit quand même des dossiers d'OQTF, etc. Donc commençons par, je vais le dire simplement, régularisons par le travail, les personnes qui ne posent aucun problème. Déjà, on va diminuer la charge administrative et à l'inverse, concentrons-nous sur les situations qui sont délictuelles, qui posent problème. Il y en a, drogue, stupéfiants, éventuellement problématiques de terrorisme, et concentrons-nous là-dessus. Mais en réalité, on fait travailler dans les préfectures, dans les services des ministères, dans les tribunaux, des fonctionnaires pour plein de dossiers qui n'aboutiront pas vraiment en réalité. On embête, pour pas dire autre chose, des gens qui ne posent pas de problème, et on vient fragiliser l'économie. Vous savez, moi, qui sont les principaux soutiens pour des personnes sous OQTF dans mon territoire? C'est les patrons de PME, de la boulangerie, de la charcuterie du coin, qui disent « Mais pourquoi vous venez embêter mon employé qui pose aucun problème et vous allez me fragiliser mon entreprise ?» Donc vous voyez, je ne fais pas d'angélisme, je dis juste qu'il faut se concentrer sur les vrais problèmes et les personnes qui posent de vrais problèmes et régularisons ceux qui ne posent pas de problème et qui travaillent et qui ne demandent qu'à s'intégrer. Autre sujet, c'est la fin de vie. Le texte est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Samedi, les députés ont approuvé la création d'un droit à l'aide à mourir avec auto-administration d'une substance létale. C'est-à-dire que seules les personnes qui sont en incapacité de le faire pourront avoir recours à un médecin ou à un infirmier. Est-ce que le texte va dans le bon sens? C'est un sujet qui est très profond, très grave. Et il est très clair, là encore, c'est l'élu local qui parle, que nos concitoyens attendent une évolution de la loi. De ce point de vue-là, je voudrais saluer le travail parlementaire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne suis pas sûr qu'un référendum sur ces questions-là, qui sont des questions délicates, soit forcément la meilleure approche. En réalité, ce que dit le chef de l'État, que si ça bloque au Parlement, il proposera un référendum. Pour vous, ce n'est pas la bonne solution. Je ne crois pas que ça bloque au Parlement. Je pense qu'il faut un temps de débat et qu'il y a un travail.
si j'ose dire, de précision législative. Je pense à ce que fait Jérôme Guedj, par exemple. Il y a beaucoup d'autres parlementaires qui travaillent sur le sujet, mais Jérôme fait un travail remarquable sur ces questions-là, parce qu'il y a des situations humaines qui sont différentes et qu'il faut être précis et chaque mot compte. Et donc, je pense qu'un travail parlementaire est plus pertinent dans ces cas-là qu'un simple, entre guillemets, référendum. Ce qui est le cas, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je ne suis pas en train de critiquer, je dis que c'est bien qu'il y ait un bon travail parlementaire et qui s'appuie réellement... Vous dites que ce n'est pas un sujet de référendum. Voilà, je pense, plutôt. Et qui s'appuie aussi sur le travail de la Convention citoyenne. Maintenant, je me permets quand même de dire que ça fait longtemps qu'il faut quand même pas faire de langue de bois. Une partie du gouvernement, et pas des moindres, était plutôt hostile, l'est toujours, et que c'est sous la pression à la fois des citoyens, des associations et de certains parlementaires que les choses avancent. Maintenant, il est temps de conclure, parce qu'on a besoin de cette loi. Oui, ça va plutôt dans le bon sens. Est-ce que ce sera parfait? Non, sans doute, parce qu'on verra à l'usage qu'il y a des situations qui n'auront peut-être pas été bien appréhendées. Mais je le dis au président de la République et au Premier ministre, maintenant il faut avancer. Faites confiance aux parlementaires et avançons. Fabrice, on dit un mot de la proportionnelle? Oui, puisque le Parti socialiste, notamment, sera reçu à Matignon dans le cadre des consultations sur la proportionnelle. Vous êtes pour la proportionnelle, la mise en place de la proportionnelle? C'est très difficile de vous répondre comme ça. Sur le principe, oui, parce que le principe est de bon sens, que nos représentants soient dans une proportion fidèle à la réalité démocratique. Qui pourrait être contre? Mais une fois que je vous ai dit ça, et je ne dis pas ça parce que je suis normand, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types de proportionnels. Vous avez le modèle type sénatorial, vous avez le modèle à l'allemande, vous pouvez avoir un découpage infrarégional, départemental, vous pouvez avoir des histoires de doses de proportionnel. Et évidemment qu'en fonction de ces curseurs, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, en réalité, le résultat n'est pas du tout le même. Donc, sur le principe d'ouvrir ce chantier, même si c'est quand même pas le plus prioritaire aux yeux des Français. Hein. Mais enfin bon, pourquoi pas? Donc pas d'hostilité de principe, mais il faut vraiment regarder dans les détails. Vous y voyez un danger ou pas? Il y a toujours un danger, il faut être honnête, il y a toujours un danger quand on modifie un système électoral. Il y a un danger éventuellement de contourner ou de biaiser la transparence démocratique. Et moi, je souhaite que la démocratie fonctionne de la manière la plus transparente et la plus équitable possible. Donc il faut vraiment que ce travail soit transpartisan. J'en profite pour dire, c'est pas pour être trop autocritique, mais j'en profite pour dire qu'on voit sur ce sujet comme sur d'autres qu'au niveau du Parti socialiste, d'autres formations de gauche ou de droite d'ailleurs aussi, il y a un travail, parce que quelle est notre position à nous, socialistes, là-dessus? Il y a plusieurs positions, honnêtement, à ce jour. Il faut vraiment qu'on ait un travail avec le gouvernement, sans doute, pour avancer sur le sujet, en n'étant pas naïf, qu'il n'y ait pas d'utilisation ou de récupération de ce sujet, et aussi en interne chez nous, parce qu'il y a des positions différentes. Justement, on va parler du Parti socialiste. Le congrès approche. Dans une semaine aura lieu le premier vote des militants. Alors, on a vu la campagne des Républicains. Ça a engendré un triplement du nombre d'adhésions au sein du parti. Ça a été une campagne médiatisée. Pourquoi la vôtre, elle passe sous les radars? Pour compléter, ils sont passés de 30 000 à 120 000. Grosso modo, le PS stagne autour de 40 000. Je crois qu'il y a eu 100 000 entrées, 10 000 entrées, 10 000 sorties, grosso modo. Il y a plutôt un petit peu moins de militants qu'il y a quelques années, oui. Alors comment on l'explique? D'abord, je m'en réjouis, pas du tout. Et vous avez raison de poser la question, c'est pas normal. Moi, je veux un GPS, un grand parti socialiste. Et le chiffre de 100 000... Il a perdu sa boussole, le parti socialiste. Quand vous voulez savoir où aller, il vaut mieux un GPS, voilà. Et 40 000, c'est pas assez. Non, mais en étant sérieux, si vous voulez parler à tous les Français, 40 000, c'est pas suffisant. Et vous venez de le dire, les LR, moi je suis de gauche, fondamentalement, viscéralement, mais il faut reconnaître que 100 000, et avec un scrutin qui est fait vite, bon, enfin, il peut y avoir peut-être des petits débats sur la nature des adhérents, etc., mais au final, le vote a lieu, il a lieu en sincérité, rapidement, et avec un nombre important d'électeurs. Donc, je veux dire que nous, il faut qu'on ait aussi un scrutin transparent avec un nombre important. Vous avez parlé du débat. Je voudrais insister sur ce point. On a vu le débat chez les Républicains. Est-ce que ça a nui aux Républicains? Pas du tout. Au contraire, ça a montré un débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Retailleau, avec M. Wauquiez, clairement. Je pense qu'on oscille entre l'extrême droite et la droite extrême, si vous voulez mon avis. Mais ça montre quand même que le débat, c'est utile. Et je dois dire qu'à ce jour, je suis un peu surpris, parce que pour ce qui concerne le Parti socialiste, nous avons reçu
des sollicitations de la part de plusieurs médias nous proposant des débats. Moi, j'ai tout de suite dit oui, bien sûr, avec plaisir. Boris Vallaud l'a dit aussi. Et on attend toujours la réponse du premier secrétaire qui semble plutôt, il faut le dire, s'y opposer. Mais pourquoi Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis surpris. Qui a peur du débat ? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur du débat ? Au contraire. Vous l'appelez ce matin un débat ? Je l'appelle tous les jours à un débat. Je pense que personne au Parti socialiste ne doit avoir peur ou ne doit refuser le débat. C'est un débat dans le respect de chacun. C'est pas une question de personne, c'est une question de ligne. Est-ce qu'on veut un parti flou ou est-ce qu'on veut un parti clair ? Moi, je veux un parti qui s'affirme. Regardez les partis qui sont en dynamique aujourd'hui. Ils ont un leader, une équipe, une ligne politique claire. Moi, je veux un capitaine, un chef d'équipe, une équipe rassemblée. Il y a un manque de démocratie dans cette campagne interne ? Non, je ne dirais pas un manque de démocratie, ce serait trop fort. Mais je souhaite que nous ayons un débat et je m'étonne qu'à ce jour, Boris Vallaud l'ait accepté, je l'ai accepté tout de suite aussi, et que on n'avance pas, et c'est dommage. Parce qu'on a besoin de retrouver un parti qui s'affirme. Que nous disent les Français ? Qui ne nous trouvent pas suffisamment clairs. Il faut qu'on soit clair sur nos valeurs, refuser toute compromission sur les sujets de laïcité, de république, refuser tout tabou sur la sécurité, sur l'économie dont on vient de parler. Et une équipe, moi comme premier secrétaire du Parti socialiste, je veux et je ferai travailler tout le monde. Vous savez, des 3 candidats, je suis le seul aujourd'hui à être maire et à faire travailler tous les jours et à animer une équipe qui rassemble toute la gauche. À Rouen, à la ville de Rouen, à la métropole rouennaise, et parenthèse, il y a 71 maires quand même, hein. Donc avec non seulement des socialistes, mais d'autres formations de la gauche, écologistes, communistes, etc. Donc je sais faire ça, et on a une équipe, avec Hélène Geoffroy, avec Gombrane, avec Philippe Brun, avec Jérôme Gage, renouvelée, avec Carole Delga, avec Valérie Rabault. Franchement, rassemblons tout le monde, mais n'ayons pas peur du débat. Est-ce que la position du Parti socialiste à l'égard du gouvernement actuellement est propice à cette affirmation dont vous parlez ? Bien sûr, justement. Nous, on a fait un choix très clair. Nous sommes dans l'opposition. On a été contactés pour entrer au gouvernement, on est nombreux. On a tous refusé, vous l'avez bien noté. Nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes dans l'opposition constructive. C'est-à-dire que c'est bien de s'opposer, mais il faut aussi proposer. Quand vous êtes contre, c'est une chose. Mais moi, si je vais dans la rue à Rouen, si je dis je suis contre quelque chose, on va dire oh, non, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez sur les retraites, sur la sécurité, sur l'économie, sur l'écologie, sur les transports ? Et la bonne nouvelle, c'est que dans l'équipe que nous portons, des propositions, on en a plein parce qu'on est instruit par cette expérience de terrain. Il faut que le Parti socialiste retrouve le goût et le lien avec le terrain. Il a les élus locaux, il a les fédérations. Nos militants, ils n'attendent que ça. Il faut simplement que la direction du parti s'en empare et qu'on travaille en collectif. Est-ce que si vous ou Boris Vallaud arrivez 3e du vote de mardi prochain, vous allierez pour faire battre Olivier Faure ou pas ? Mais le sujet n'est pas de faire battre Olivier Faure. On va voir le résultat du scrutin, selon toute vraisemblance, puisqu'il y aura un second tour. Au second tour, ça se jouera, selon toute vraisemblance, mais on verra bien, entre Olivier Faure et moi, ou plus exactement, entre les 2 lignes que nous incarnons. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait un débat maintenant. Est-ce que Boris Vallaud va vous rejoindre ? Il faut lui demander à lui. Mais à la fin... Vous n'en avez pas discuté avec lui ? Mais on en discute, mais ça relève de sa décision et celle de ses amis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a un choix qui est très simple. Soit on est satisfait du Parti socialiste, ou pas. Si on est satisfait du Parti socialiste, il n'y a pas de raison de changer la direction. Nous pensons qu'on peut faire, non pas que tout soit nul, ce n'est pas la question, mais on peut faire beaucoup, beaucoup mieux ensemble, et surtout faire travailler tout le monde ensemble. Moi, j'insiste là-dessus. Comme premier secrétaire, je n'exclurai personne. Moi, je ne veux plus de sifflets. On a eu des sifflets au Parti socialiste à Blois. Je ne veux pas qu'on siffle entre camarades socialistes. Donc Olivier Faure aura toute sa place au sein du PS. Mais Boris Vallaud et Olivier Faure et tout le monde, heureusement. Je vous dis, je veux passer de 40 000 à 100 000. Je ne veux pas commencer par excommunier. Il faut qu'on arrête les chapelles. Et moi, j'ai besoin et je souhaite qu'on retrouve cet esprit collectif. Il y a eu trop de sifflets, trop de querelles de clans et trop d'exclusion et d'excommunication. Il y a plus de socialistes à l'extérieur qu'à l'intérieur du Parti socialiste. On ne peut pas se réjouir de ça quand même. Est-ce que le premier secrétaire du PS doit être le candidat du PS à la présidentielle ? Non, pas nécessairement. Moi, je ne suis pas candidat, je ne suis pas demandeur particulièrement. J'ai bien vu, là aussi, sans langue de bois, que certains y pensent. Ils ont le droit. Moi, je ne juge pas les ambitions personnelles. Mais par contre, ce qui me navre, c'est que ce serait de préempter le congrès du Parti socialiste à des fins d'ambition personnelle. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop faibles. C'est presque, franchement, un peu
ridicule de penser aujourd'hui à une ambition du Parti socialiste, alors que toute la gauche, toute mouillée, elle fait moins de 30%. Faisons les choses par ordre. D'abord, retrouver un GPS, des valeurs, une ligne claire, un grand parti socialiste. Ensuite, se remettre tous les militants qui n'attendent que ça au travail. C'est très important. Troisième point, les municipales. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. Si on perd les municipales, derrière, il ne se passe rien. Hein. Et c'est avant, là, vous l'avez remarqué, ça veut dire quoi, perdre les municipales? C'est si vous perdez des grandes villes? Il y a des villes, sera quoi, la boussole? Il y a des villes symboliques, évidemment. Il y a Paris, il y a Lille, il y en a d'autres. Et puis, il y a des conquêtes. Il y a des conquêtes. Moi, j'étais à Limoges il n'y a pas longtemps. On veut gagner Limoges. Et on peut gagner Limoges. Il y a Saint-Étienne, par exemple. Il y en a d'autres. Est-ce qu'au municipal, le PS ira seul ou est-ce qu'il y aura des alliances à gauche? Et avec qui? Mais il y a toujours eu des alliances à gauche. Et bien sûr qu'il y aura des alliances à gauche. Y compris avec la France insoumise dans certaines Par contre, voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des compromis pour faire des alliances, mais ça ne doit pas être des compromissions. Et les Français attendent de la clarté. Donc pour nous, c'est clair, c'est net, non, pas d'alliance avec la direction de la France insoumise, parce que la stratégie politique... Pas d'alliance avec la direction, mais est-ce que sur le terrain, il peut y avoir des alliances dans les municipales? Non, mais je vous dis ça parce que je fais la distinction avec les électeurs de la France insoumise. Je ne parle pas des candidats ou des... Donc il n'y aura pas de candidature commune à la FIPS au municipal? Voilà, exactement. C'est votre souhait. Mais les électeurs... En fait, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Je le vois à Rouen, partout. À Limoges, on avait exactement ce débat aussi. Ce soir, je suis à Bordeaux. Bon, les électeurs, vous avez des électeurs qui ont cru sincèrement à Jean-Luc Mélenchon par le passé, parce qu'il a du talent, il est charismatique, voilà. Et puis ils ont vu, je fais référence au livre La Meute, j'ai vu certaines personnes qui ont été purgées, comme François Ruffin, Clémentine Autain, ils ont vu un comportement et une façon de faire de la politique qui est en fait de la conflictualisation systématique, à outrance, et même de la brutalisation. Si vous êtes premier secrétaire du PS, il n'y aura plus aucune alliance avec la France insoumise, quelle que soit l'élection, quelle que soit la configuration. Oui, vous avez bien compris. Par contre, on parle aux électeurs. D'ailleurs, on pourrait le dire aussi pour les électeurs d'Emmanuel Macron, qui ont pu croire sincèrement à Emmanuel Macron et qui aujourd'hui ont bien compris que ce n'était pas une politique de gauche, c'était une politique de droite. Mais on ne va pas les excommunier, il faut parler aux Françaises et aux Français. Donc vous les ramenez à vous, les électeurs qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon et qui sont partis chez Emmanuel Macron. Vous m'avez bien compris, je veux un grand parti socialiste qui a vocation à faire partie d'un gouvernement demain pour changer la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des hologrammes ou des tribunes. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accès à des leviers publics, des politiques publiques pour améliorer la vie des Français et répondre à leurs attentes. Mais est-ce qu'elle est tenable, cette stratégie? On voit, par exemple, ce week-end, il y a eu une élection législative partielle en Saône-et-Loire. Il y a eu une candidature PS face à la France insoumise, ce qui n'avait pas été le cas. Alors, le PS a fait 2 fois plus que la France insoumise, 16% contre 8%. Voilà, vous avez la réponse. Aucun des deux n'est au second tour. Oui, mais c'était le cas sur c'est une circonscription qui était très, très, très difficilement gagnable. Mais regardez le score. Regardez le score. Le candidat LFI, soutenu d'ailleurs par les écologistes, fait un score 2 fois inférieur. Ça prouve bien que quand on s'affirme, quand on est clair sur les valeurs, j'ai appelé d'ailleurs les candidats qui ont fait une campagne absolument remarquable, et c'est prometteur d'ailleurs pour les élections municipales qui arrivent, je pense à Mont-Solémine par exemple, quand on est clair sur les valeurs, quand on s'affirme, quand on n'a pas besoin de faire de la compromission sous prétexte d'accords électoraux. Alors oui, ça demande du courage, ça demande des valeurs, et c'est vrai qu'il y a un risque électoral, c'est vrai, on ne va pas le nier, mais c'est aussi la condition des victoires futures. Parce qu'à force, si vous voulez, de se dire on risque de perdre des postes, on finit par perdre notre âme. Est-ce qu'aujourd'hui, votre meilleur candidat, c'est Raphaël Glucksmann? Non, on verra. Moi, je ne sais même pas s'il est candidat, d'ailleurs, puis il n'est pas socialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'émerge de cette gauche qui est claire sur ses valeurs. C'est quoi les valeurs? La laïcité, la République, profondément pro-européen, social-écologiste, féministe, humaniste, des candidatures de talents susceptibles de rassembler suffisamment. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut en faire partie? Peut-être, sans doute, mais il y en a d'autres. Je pense bien sûr à d'autres personnalités socialistes. Carole Delga, Karim Bouamran, pourquoi pas d'autres? La société civile. François Hollande? Il dira ce qu'il souhaite faire. Est-ce que vous avez des nouvelles de François Hollande? C'était ma question, justement. Non, il avait soutenu Hélène Geoffroy à Marseille. Oui. Alors, Hélène Geoffroy est avec vous aujourd'hui? Oui. On peut en déduire qu'il est avec vous? Il faut l'interroger, lui. Je suis toujours un peu amusé parce que je vais vous faire une confidence. Vous pouvez vérifier. Nous sommes 3 candidats. Olivier Faure, Boris Vallaud et moi-même. Des 3 candidats, je suis le seul à n'avoir jamais travaillé avec François Hollande, à n'avoir jamais été ni son directeur de cabinet, ni son secrétaire général à l'Élysée. Voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi, ça? Rien, c'est tout, voilà. Mais c'est toujours à moi qu'on pose la question de est-ce que vous avez des nouvelles de François Hollande? Voilà, c'est tout. Mais non, mais plus sérieusement, et ce que je viens de dire est parfaitement exact, mais vérifiez, mais plus sérieusement, je trouve que c'est absurde de nous taper les uns entre les autres. François Hollande est un ancien président de la République.
sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur le conflit israélo-palestinien, qui ne voit que sa parole est utile. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais enfin, elle est extrêmement utile. Et dans le même temps, je viens de le dire, Karim Bouamrane, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Laurence Rossignol, il y a une nouvelle génération qui émerge. Et c'est très bien. Moi, je la porte, j'essaye d'animer ce collectif. Ça, c'est un collectif qui est intéressant. Ça, c'est un collectif qui a de la gueule, Madame Mancini, je trouve. Merci. Bon, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Meyer-Rossignol, d'avoir été notre invité. Merci, Fabrice. À la semaine prochaine. On passe tout de suite au Club des Territoires.